Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc démarrer ce webinaire co-organisé par l'AVIS et le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, webinaire qui s'inscrit dans le cadre du projet Tresson, également porté par l'AVIS et le RTES, sur la place et le rôle de l'économie sociale et solidaire en territoires ruraux. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du rôle des collectivités territoriales dans l'accès au foncier des acteurs de l'économie sociale et solidaire en territoires ruraux. Et cette question de l'accès au foncier est un enjeu d'importance important pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et c'est un enjeu qui croise aussi d'autres problématiques des territoires ruraux, à savoir les questions d'une alimentation durable et accessible à tous, les questions de revitalisation des commerces de centre-bourg face à une vacance commerciale importante, les questions plus générales du dynamisme des territoires ruraux et de l'accès aux services, à des lieux de vie et des lieux d'activité pour ses habitants. Et face à toutes ces questions, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont des atouts importants à faire valoir. C'est des choses qu'on a pu vraiment mettre en évidence dans le cadre des différentes études qui ont déjà été menées dans le cadre du projet Tresson, à savoir une étude statistique sur la place de l'économie sociale et solidaire sur ces territoires, mais aussi des monographies de territoire et des panoramas, enfin un panorama des acteurs. Donc, toutes ces ressources, vous pourrez les trouver sur les sites de l'AVIS et du RTES, en lien avec donc, le projet qui se nomme le projet Tresson. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se sont spécialisés sur cette question de l'accès au foncier et qui qui accompagnent et facilitent, rendent possible des projets, l'accès au foncier, le montage technique et économique de cet accès au foncier, qu'il s'agisse de terres ou d'immobilier. Aujourd'hui, ce sur quoi nous souhaitions nous concentrer, c'est justement sur ces montages techniques et économiques, et à travers l'exemple de 3 typologies de foncier, justement, les questions de l'habitat, donc avec un binôme qui interviendra, donc Florence Delisle-Erard, qui est directrice d'Habitat des Possibles, et Jacques Briat, qui est maire de la commune de Castillon. Dans un deuxième temps, nous aurons l'intervention de Daniel Mathieu, qui est conseiller municipal de la commune Valenton en Cévennes et qui nous parlera du montage qui s'est fait autour du relais de l'Espinasse, qui est un lieu pluriactivité. Et enfin, nous aurons les témoignages de Damien Roumet, qui est coordinateur du réseau Terre de Liens, d'Alice Normand, qui est animatrice territoriale de Terre de Liens Hauts-de-France, et de Denis Michalak, qui est maire de la commune de Le Ward. Voilà, donc nous allons démarrer. Vous êtes actuellement plus de 110 personnes connectées. Vous étiez 200 inscrits. Il faut savoir que ce webinaire sera enregistré. Vous avez la possibilité de converser et de poser des questions aux intervenants. Pour cela, je vous invite à utiliser le module questions-réponses qui apparaît en bas de votre écran. Ce sera plus facile pour moi pour relayer vos questions aux différents intervenants. Voilà, donc je vous propose de débuter ce webinaire avec les interventions de Florence Delisle-Erard et de Jacques Briat. Florence, je vous donne la parole avant le lancement de la vidéo. C'est bien ça. Merci. Donc, un mot simplement pour dire que le projet d'Habitat des Possibles, il est né d'un constat citoyen et il est toujours aujourd'hui porté par un collectif de citoyens qui viennent de 3 familles de métiers, le travail social, le soin et le BTP, la construction, et des professionnels de la gestion de projet ESS. Parti d'un constat de territoire auprès de nos proches et ensuite que nous avons pu tester et éprouver auprès d'un grand nombre de parties prenantes sur les territoires ruraux sur lesquels on intervient. Évidemment, il ne faut pas que je m'étende trop là-dessus, on va partir plutôt sur les montages et simplement vous dire que pour être plus agréable, je vous propose plutôt d'écouter un motion design qui explique un petit peu ce qu'on fait. À noter que les voix des participants sont les voix des retraités eux-mêmes qu'on accompagne. Voilà, donc je lance la vidéo de suite.
Elle est ici, partagée. Ah, que s'est-il passé? J'ai du mal à monter les escaliers et je suis trop loin des services du quotidien. Depuis le décès de mon mari, c'est difficile d'entretenir la maison. Et surtout, je me sens seule. Je ne vais pas me retrouver en maison de retraite. Je vais anticiper quelque chose de mieux. Ce ne sont pas des cas isolés. En France, 54% des seniors souhaitent pouvoir adapter leur habitat à leurs besoins. 27% des personnes âgées souffrent de solitude. 63% des seniors souhaitent la création de lieux où ils pourront vivre avec les personnes qu'ils apprécient le plus. Des solutions sont possibles. Un habitat des possibles, c'est un domicile en location en centre-bourg, pour 5 à 10 personnes, au même prix que celui de la commune. Un médiateur qui appuie la définition du projet par des ateliers collaboratifs. Puis, après ouverture, qui facilite les échanges entre les habitants et avec l'extérieur. Système de soins, santé, aide. Une grande maison où les pièces de vie sont partagées, salon, salle à manger, cuisine, buanderie, et où, à la place d'une simple chambre, chacun dispose d'un studio privatif complet, espace nuit, espace jour, kitchenette et salle d'eau. Et si on devient dépendant? Comme dans n'importe quel logement, des aides à domicile peuvent venir à la maison. Seuls 10% des personnes ont vraiment besoin d'une maison de retraite. Mais comment on s'organise au quotidien? L'organisation entre les habitants est définie dans des ateliers à la création de la maison. Puis, elle sera mise à jour avec les nouveaux qui seront cooptés. Dans mon espace privatif, c'est moi qui décide. Au final, Habitat des possibles apporte un climat d'écoute et de bienveillance qui permet de construire les habitudes qui nous ressemblent. C'est un projet citoyen où chaque personne peut trouver sa place avec son caractère et ses qualités. Habitat des possibles, c'est innovant car ça crée un équilibre entre besoin d'autonomie et de liberté et besoin de sécurité et de sociabilité. Est-ce que les gens participent vraiment ? Oui, un quart de ceux qui viennent s'informer vont ensuite participer à la série d'ateliers et construire le groupe Socle. La maison est-elle toujours une construction neuve ? Pas nécessairement. Il peut aussi s'agir d'une réhabilitation ou un mix des deux. L'important est qu'elle s'insère dans le centre-bourg. Qui est propriétaire ? Combien ça coûte ? Cela dépend. Habitat des possibles propose 3 montages juridiques selon les profils socio-économiques des futurs habitants, les capacités financières de la commune et l'environnement partenarial du territoire. En effet, chaque territoire est différent et Habitat des possibles s'adapte en mobilisant un grand réseau de partenaires experts et une équipe pluridisciplinaire dans 3 domaines: travail social, BTP construction, entrepreneuriat social. Comment se déroule un projet avec Habitat des possibles ? Chaque projet comporte plusieurs phases. La phase d'étude permet de valider ou pas l'adéquation du foncier, d'évaluer la faisabilité budgétaire et de susciter l'émergence d'un projet participatif sur le bassin de vie avec les habitants et les acteurs ressources locaux. La phase de lancement comprend l'appui au montage juridique et architectural et à la levée de fonds, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement du groupe d'habitants impliqués. Après ouverture, Habitat des possibles s'occupe de la gestion locative et de l'accompagnement de l'habitat. Habitat des possibles est une solution à l'écoute des réalités de chaque territoire, qui mobilise des compétences complémentaires pour faciliter un accompagnement global qui répond vraiment aux besoins des personnes et dynamise les bourgs ruraux. Voilà. Donc Florence, peut-être je vous laisse poursuivre la présentation
Alors, peut-être un mot pour expliquer pourquoi cette question de l'accès au foncier, elle est essentielle pour nous. Donc, si vous l'avez bien compris, l'élaboration d'un projet d'habitat partagé entre retraités d'un même territoire, ça se fait de façon participative. On s'adresse à tout type de retraités qui ont des parcours de vie qui sont extrêmement différents. Dans l'écrasante majorité des cas, on est face à des gens qui n'ont absolument pas l'intention, l'envie et ou les compétences pour monter ensuite le projet sur le plan juridique, financier. C'est évidemment très lourd. Un projet comme celui-là, on voit des groupes de retraités dans l'habitat participatif qui sont capables de porter ça. Dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas le cas, en tout cas sur les territoires qu'on accompagne, sur les ruralités qu'on accompagne. Donc tout l'enjeu, il est vraiment, une fois qu'on a un bon groupe, d'avoir en face un foncier qui correspond réellement aux besoins. Alors déjà, il y a la qualité du foncier en tant que tel, c'est-à-dire que très souvent, on nous présente initialement un premier foncier qui va être soit trop petit, soit sans jardin, soit en pas très bon état. Donc évidemment, il y a la question de la qualité du foncier, et puis plus globalement, il y a celle d'arriver à trouver l'articulation entre les attendus légitimes d'un groupe d'habitants qui va avoir défini sa programmation et puis en face l'accessibilité économique qu'on vise, puisque dans 90 à 95% du temps, les personnes qui constituent les groupes socles d'habitants sont des gens qui sont éligibles au logement social, donc qui sont avec des ressources qui sont relativement faibles. Donc la question de l'accès au foncier est essentielle, parce que si on partait sur une logique très traditionnelle de je prends le premier beau bien que je trouve, je l'achète et je le rénove, on sortirait sur des coûts à l'arrivée qui ne rencontreraient que 10% ou 15% des retraités qui peuvent avoir le désir ou le besoin d'intégrer un habitat partagé. Donc voilà pourquoi c'est absolument clé pour nous. En préliminaire, pendant que je partage l'écran de ce que j'allais vous dire, oublié de le préciser en introduction, on accompagne activement aujourd'hui 2 projets, puisqu'on a fait 4 phases d'études. Et sur les 4 phases d'études, on a 2 projets qui iront à leur terme. Un qui est en phase chantier, qui sera ouvert fin 2021, et Castillon-la-Bataille, qui est encore en phase de montage et qui normalement devrait s'ouvrir mi-2022 si tout va bien. Rappeler quelques éléments sur les besoins architecturaux qui sont les nôtres. Dans les 2 cas, sur les projets pilotes, on est sur 8 et 9 espaces privatifs au sein d'une grande maison qui rassemble entre 150 et 250 mètres carrés d'espaces partagés. Ce sont des espaces classiques qu'on peut avoir dans une maison traditionnelle. À savoir qu'on a également au sein de ces espaces une grande exigence en termes de modularité et d'accessibilité, c'est-à-dire le but n'est pas, si jamais j'ai envie de déménager pour avoir un domicile partagé, de me retrouver à avoir des limitations physiques très vite parce qu'il y a des marches et que je ne peux plus les monter, parce que le plan de travail est trop haut et que je trouve un fauteuil roulant, ou autre limitation de ce type. Du coup, on est dans un attendu et une contrainte qui est liée à l'ambition qu'on porte. À la fois, on a une ambition sociale qui est très forte, qui est de dire je suis retraitée, je souhaite continuer à être entièrement décisionnaire dans ma vie, aussi bien sur la phase montage du projet, mais surtout sur sa vie au quotidien, c'est-à-dire je participe à l'élaboration des règles de ma maison, je suis dans la cooptation avec les autres habitants qui vont vivre avec moi, et je peux participer à l'animation de mon village. Ça, c'est la partie innovation sociale qui est évidemment notre fer de lance. Pour autant, on a aussi apporté de l'innovation constructive et de l'innovation territoriale. L'innovation constructive, c'est dans le sens où il faut arriver dans du bâti en général, ancien ou semi-ancien, à respecter les desiderata des habitants, qui n'est pas toujours si simple que ça, comme dans n'importe quel projet architectural où on est sur du neuf. Et on porte une ambition de qualité énergétique ambitieuse dans un souci qui est très pragmatique, qui est celui d'un confort thermique important pour les retraités, et celui de maîtriser les coûts et les dépenses du coup budgétaires de chacun des futurs habitants, sans parler évidemment des valeurs qu'on porte derrière ça. Le dernier enjeu, c'est du coup qu'en s'adaptant à chaque territoire, on est dans la contrainte de tenir compte de la réalité des groupes d'habitants qu'on va avoir en face de nous. Sur Castillon-la-Bataille, on est sur un groupe d'habitants dont les ressources sont particulièrement faibles par rapport aux autres groupes qu'on a accompagnés, les ressources financières. Donc,
ça a un impact évidemment sur le montage financier du projet. Il y a la qualité du bâti, et il y a la capacité et l'envie d'une commune à porter ou pas le montage juridique dans sa totalité ou seulement partiellement. Donc, à chaque fois, on est sur un cas particulier et on tient compte de toutes les forces en présence sur le territoire qui peuvent accompagner le projet et sur le plan social et sur le plan architectural, financier et juridique. Quelques mots du coup sur les modalités aujourd'hui de soutien foncier pour nous sur l'habitat partagé et ce qu'on a envie de défendre auprès des collectivités qui nous écoutent aujourd'hui et de celles qui sont partenaires demain. Alors la base évidemment c'est, faut le lire par le bas, une logique des pages. La base c'est vraiment de réserver des espaces pour les projets de l'ESS en PLU ou en PLUI. On a déjà eu l'occasion de rencontrer des élus qui avaient lors de l'élaboration du PLU, réservé en centre-bourg des terrains constructibles permettant d'élaborer plus tard un habitat partagé. Donc ça, c'est évidemment la solution idéale. Globalement, avoir une réserve foncière, en tout cas quand on arrive en tant qu'acteur de l'ESS, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir aller piocher dans l'existant. Ensuite, on a la logique de facilitation. La logique de facilitation, c'est en gros faire en sorte que le projet puisse avoir lieu sans avoir à supporter toute l'ingénierie et tout l'endettement, ce qui est le cas de Castillon-la-Bataille. Jacques Breillat vous racontera plus avant le fait que Habitat des possibles n'est pas le seul projet de SS du territoire, donc on ne peut pas être non plus le seul acteur qui réclame un soutien foncier. Donc là, on va être sur un montage avec une acquisition du foncier par la commune, et ensuite un bail à réhabilitation qui pourrait être dans d'autres cas un bail à construction pour le bailleur social qui montera le projet. Et Habitat des possibles dans ce cas a donc une posture multiple. D'une part, on est partenaire évidemment de toute cette démarche pour s'assurer qu'on reste bien dans le cadre général qui a été élaboré à l'origine et le pacte moral qui a été passé aussi avec les futurs habitants. On est assistant à maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'on représente le groupe d'habitants dans le dialogue avec le maître d'œuvre futur, et évidemment sera gestionnaire de l'habitat une fois ouvert pour garantir là aussi l'accompagnement des habitants sur le long terme. Dans le cas investir, le cas du milieu, on va être sur une logique où la commune souhaite rester en maîtrise foncière. C'est le cas qu'on rencontre à vrai dire le plus souvent. Au moins en première intention de la part des communes qui souhaitent en fait valoriser un bien et en garder la mainmise. Concrètement sur du logement social, ça veut dire aussi faire partie de la commission d'attribution, donc ça explique aussi cette raison-là. Donc dans le cas de l'Estiac-sur-Garonne, qui est donc le projet le plus avancé des deux que je mentionnais tout à l'heure, qui arrive en phase chantier, la commune était propriétaire d'un bien qui était désaffecté puisque ancienne communauté de communes qui avait été éclatée suite à la loi NOTRe, porte du coup l'opération au plan financier et porte également donc non seulement la levée de fonds mais la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est lui l'interlocuteur de la maîtrise d'œuvre, et dans ce cas on est donc assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on est l'appui technique de la commune dans son dialogue régulier avec le maître d'œuvre. On est aussi au passage du coup l'accompagnant des habitants et l'assistant à maîtrise d'usage, et on sera gestionnaire demain. Donc là, la contrainte, évidemment, c'est que l'opération doit être équilibrée pour les deux parties, c'est-à-dire que c'est à la fois un investissement pour la commune qui ne doit pas être déséquilibré. En tout cas, la commune de l'Estiac-sur-Garonne ne pouvait pas du tout se permettre d'aller plus loin que de l'endettement, ce qui est déjà très bien. Et nous, évidemment, comme futurs gestionnaires, on a besoin de s'assurer que le loyer qui nous sera exigé nous permettra derrière de continuer à faire du logement social auprès des habitants tout en respectant donc les normes et en assurant les frais de gestion. Enfin, le dernier modèle, qui est un modèle qu'on n'a pas encore testé, mais qui est un grand classique qu'on connaît assez souvent, c'est la question de la cession en direct à la structure de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être à une SIC, une foncière ou autre modèle. Donc, le cas classique, c'est qu'on va céder le foncier. Ça peut être aussi un apport dans une SIC, par exemple. Il n'est pas du tout exclu qu'Habitat des possibles se transforme en SIC à terme. Ça peut être un apport directement de la commune dans la SIC et qui devient du coup une propriété partagée. Dans ces cas-là, la structure SS, en tout cas celles qui ont pu faire ce modèle, qu'on copiera peut-être un jour, porte l'opération donc en maîtrise d'ouvrage elle-même et maîtrise le projet de A à Z. Évidemment, ça implique plein de contraintes. D'abord, la multiplicité des métiers. Ça implique notamment d'avoir l'agrément de maîtrise d'ouvrage d'insertion, ça implique d'avoir la surface financière et ça implique de porter le risque à 100%. Donc,
pour chacun de ces montages, il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Je crois avoir oublié de préciser les avantages et les inconvénients du premier, celui de Castillon-la-Bataille. On va être sur un avantage pour l'acteur ESS qui est très simple, hein, qui est de dire on a un acteur professionnel du BTP et du logement social au milieu de notre dialogue commune association, ce qui nous dégage en fait de toute l'ingénierie BTP qui est très lourde évidemment, qui est possible mais qui est très lourde. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est un ménage à 3 plutôt qu'un ménage à 2. Et donc, il y a évidemment la nécessité que tout le monde s'entende bien au début, mais aussi tout au long cours du projet, qui dit projet immobilier et gros montant, même si tout est relatif pour une commune, dit qu'il y a forcément des tensions à un moment donné. Donc, il faut être sûr que le mariage se passe dans de bonnes conditions. Voilà pour l'introduction. Je ne sais pas si vous avez quelques précisions et quelques attentes supplémentaires. Je ne vois pas les questions pendant ce temps-là. Oui. Je vais départager l'écran. Alors, c'est normal. Donc, on a reçu quelques questions, mais pour certaines, je vais les garder pour plus tard. En tout cas, sachez bien que j'ai toutes les questions. On a une personne qui demande ce qu'est la MOA. Ah, pardon. Maîtrise d'ouvrage, donc MOA, maîtrise d'ouvrage. C'est celui qui porte le projet, qui est vraiment celui qui décide en bout de course. Le maître d'œuvre MOE étant en gros le collectif architectes et bureaux d'études et différents artisans qui vont intervenir pour réaliser le projet. Donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage AMO est celui qui va accompagner le maître d'ouvrage dans toutes ses réflexions techniques. Sur le cas de l'Estiac-sur-Garonne, je précise parce que c'est important, on est sur une commune de 500-600 habitants, sur lequel on n'a pas de personnel technique en capacité de porter des projets de cette envergure. On a une secrétaire de mairie, du personnel pour l'école et du personnel d'entretien. Ça retombe donc sur les épaules d'un adjoint qui est très compétent, mais qui n'est pas suffisamment disponible pour pouvoir assurer l'ensemble de ces fonctions. C'est important de le préciser parce que qui dit ruralité dit qu'on va avoir des communes de taille très variable et pas forcément des services techniques pléthoriques. Merci beaucoup. Et je vais juste partager une autre question avant de passer la parole à Monsieur Breillat. Alors, non, finalement, deux questions. L'une de Monsieur Arnaud Guillou, qui porte le projet de start-up Able Home. Dans quelle mesure le projet de loi Laglaise influe sur l'avenir de la démarche? Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Bon, voilà. Je ne sais pas répondre. Enfin, moi, voilà. Mathilde, donc je suis désolée, j'ai pas vos... N'apparaissent pour moi que vos... Enfin voilà, les noms que vous avez inscrits. Donc Mathilde demande si Habitat des possibles porte des projets intergénérationnels également. Alors en fait, sur la question de la démarche intergénérationnelle, c'était l'objectif du collectif du citoyen que nous étions au début. On a été retoqués par les habités, les retraités qu'on a accompagnés sur la phase de concertation au démarrage, qui nous ont dit en gros que des espaces du quotidien partagés avec d'autres générations, ce n'était pas ce qu'ils souhaitaient. En fait, ils souhaitent avoir des échanges réguliers avec d'autres générations, mais pas forcément partager leur salon ou leur cuisine au quotidien. Donc ça, c'est un élément qui aujourd'hui n'est pas celui qu'ils ont défendu. Pour autant, on commence à être sollicité sur des projets d'habitat partagé pour retraités au sein d'ensembles plus grands, dans lequel, du coup, il y aurait une dimension intergénérationnelle, mais pas dans le même appartement, en fait, des appartements qui seraient contigus. Mmh. Très bien, merci. Et une question de Vincent Chailloux, que peut-être vous voyez apparaître là dans le chat. Quelle est la taille moyenne du nombre d'habitants par foyer, notamment au regard de l'équilibre budgétaire? Les deux projets pilotes, on sera sur 8 et 9 espaces privatifs qui peuvent donc accueillir 1 à 2 personnes chacun. Mais en général, on est plutôt sur des personnes seules et puis 1 ou 2 couples. On est en gros sur 10-12 personnes environ. Donc du coup, sur la question de l'équilibre budgétaire, effectivement, il y a un effet de seuil qui est important et qui est la raison pour laquelle le gros des bailleurs sociaux n'intervient pas sur ce type de projet, alors même que les besoins sont criants. Et tout l'enjeu, justement, c'est d'avoir un bon effet de levier avec l'ensemble des partenaires privés et publics qui vont venir cofinancer le projet et permettre du coup l'éclosion. Très bien, merci. Je propose maintenant que nous passions la parole à Monsieur Breillat, donc maire de Castillon, afin qu'il nous présente voilà, peut-être son expérience, déjà le projet qui a été monté et l'apport qu'a pu avoir Habitat des possibles. Voilà.
dans le montage de ce projet. Alors déjà, peut-être, donc merci de me donner la parole. Peut-être déjà contextualiser un peu la commune de Castillon-la-Bataille sans entrer dans les détails, mais il s'agit d'une commune de 3200 habitants située dans une zone de monoactivité viticole à 12 km de Saint-Émilion. Je dis ça parce que il y a quelque temps, un ministre en charge de l'égalité des territoires soulignait ce phénomène. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de théorie du ruissellement en matière de richesse. Et donc, la commune dont je suis maire est une commune qui est sans doute une des communes les plus fragiles sur le plan social de Gironde. C'est une commune qui accueille essentiellement une main-d'œuvre agricole du bassin viticole du Saint-Émilionnais, main-d'œuvre viticole d'origine nationale ou étrangère, puisqu'on a une très forte communauté marocaine qui est présente sur la ville. Et donc, petite commune, en tout cas pôle de centralité rurale, pour reprendre une acception reconnue par la DATAR, en situation de déprise ou en tout cas de vieillissement du foncier bâti. Voilà. Et puisqu'on est tout de suite dans le sujet sur les questions du foncier, un foncier bâti dont les qualités architecturales sont avérées, c'est-à-dire que si vous entrez dans ma commune, vous constaterez qu'elle présente, au moins sur le plan esthétique, de beaux volumes et de beaux encorbellements de pierre. Mais derrière ces façades, il y a évidemment un vieillissement important de l'habitat. Et donc, à la fois une commune qui, sur le plan esthétique et patrimonial, représente un intérêt, mais qui, en revanche, sur le plan de l'habitat, est évidemment, le constat est nettement moins favorable. Ça veut dire aussi un parc privé indigne important. On est sur une commune dont le bâti est plutôt resserré, donc pour faire écho à ce que disait Florence à l'instant, peu de terrain à bâtir disponible et un projet de revitalisation du centre-bourg et de la ville qui est plutôt axé sur la reprise du foncier ancien bâti, et notamment sur la reprise par rapport à la vacance des locaux alloués, que ce soit d'ailleurs les locaux commerciaux ou les locaux d'habitation, puisqu'on a des taux qui dépassent 20 à 25% de locaux vacants. Donc, je dis cela parce que sur cette commune, il y a aussi, donc, comme le signalait Florence, d'autres démarches qui sont conduites. Et donc, on a quand même une forme de contrainte qui est dictée par la topographie locale, qui est liée à l'absence de terrain à bâtir ou à investir. Alors, il se trouve que sur ces logiques foncières, pour vous donner aussi des éléments qui me paraissent intéressants dans les réflexions qu'on peut conduire en termes de dynamique de développement local, nous avions commune préempté pendant plusieurs années, sur 3 à 4 mandats de maire, un certain nombre de terrains dont nous imaginions à un moment donné qu'ils pouvaient être destinés à de l'urbanisation. Et puis, de nouveaux modèles se sont imposés à nous. J'ai cité la situation assez critique là, de l'habitat, de la vacance sur l'habitat. Et donc, ça nous a amené à réviser un peu aussi nos modèles. Pour être très clair, ces terrains qui avaient été initialement fléchés par la ville et préemptés progressivement par la ville pour peut-être y faire de la construction nouvelle, enfin de la construction neuve, sont plutôt aujourd'hui des terrains sur lesquels on s'interroge dans le cadre de la réforme d'un futur PLU ou peut-être PLUI, on verra, sur la destination, peut-être pour les ramener à des logiques de terres maraîchères ou de projets agricoles, puisqu'il y a aussi sur Castillon-la-Bataille un projet de pacte alimentaire sur lequel on travaille avec des associations. Donc, cette vision foncière moyen terme, elle est aujourd'hui réinterrogée. Et dans le cadre du projet qui nous intéresse directement aujourd'hui et sur lequel je suis amené à témoigner, qui est en l'occurrence le projet de l'habitat des possibles, vous dire que ce qui fait sens localement dans ce contexte de revitalisation de centre-bourg à ce projet, c'est à la fois
des éléments de nature démographique, puisque nous avons sur ma commune, qui est un petit pôle de centralité rurale, comme je l'ai signalé tout à l'heure, évidemment une proportion qui est 6 à 7 points plus élevée de personnes âgées, de seniors présents sur la commune, des personnes qui souvent, plutôt sur la dernière partie de leur vie, souhaitent revenir vers un certain nombre d'aménités, de services de centralité. Donc cette question qui est une question extrêmement prégnante, avec la difficulté évidemment d'accueillir, puisque nous sommes plutôt sur de l'habitat vertical qui n'est absolument pas forcément adapté, quels que soient les efforts qu'on a pu réaliser avec des opérations programmées de l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas forcément adapté aux problématiques de vieillissement. Et puis, deuxième élément, on a cette vacance que je citais tout à l'heure et qui donc nous oblige d'une certaine façon à reconquérir des fonciers disponibles avec toutes les difficultés qu'a fort bien signalé Florence, qui est de trouver dans des cadres qui sont des cadres posés, des cadres contraints, à la fois des aménagements qui correspondent aux logiques de projet, parce que je crois que ce qui est important de signaler, c'est qu'on n'est pas dans une démarche de verticalité où la ville a pensé l'habitat pour un certain nombre de personnes, mais on est bien dans un cadre où des personnes définissent ensemble ce qui sera demain un projet non seulement d'habitat, mais de vie. Et donc, la nécessité d'adapter, en tout cas de trouver un lieu pour accueillir ce projet, et donc, en même temps, de disposer d'un foncier, d'un bâti contraint, ce qui n'est pas toujours le plus simple, à la fois parce que les qualités du bâti sont parfois hétérogènes, qui doit être situé à proximité des commerces. Bref, il y a eu tout un travail sur ces logiques d'identification foncière important qui a été réalisé avec l'habitat des possibles, pour identifier à partir d'un certain nombre de pistes possibles, en fonction du projet qui était porté par les habitants, pour trouver un foncier qui nous semble le plus adapté possible. Quand je dis le plus adapté possible, c'est à la fois qualitativement, pour ne pas dénaturer le projet qui est porté par les habitants, mais c'est aussi un projet qui, sur le plan du modèle économique, on va dire, entre guillemets, puisse nous permettre de réaliser dans de bonnes conditions et d'aller au bout du projet, sans qu'on mette en péril, finalement, ce qui pourrait constituer une forme d'équilibre économique indispensable ou qui nous amène à faire exploser, par exemple, les niveaux de loyer, ce qui ne serait pas du tout acceptable, surtout compte tenu de la typologie des personnes qui sont investies aujourd'hui dans ce projet. Donc, on a cette double contrainte. Donc, ce sur lequel je veux vraiment insister, peut-être sur lequel je souhaiterais témoigner, c'est vous dire à quel point un projet comme Habitat des possibles s'insère dans une vision en fait plus globale de la revitalisation du centre-bourg, d'un petit pôle de centralité rurale, avec cet équilibre permanent qui est à la fois, et qui à mon avis est aussi propre aux expériences d'économie sociale et solidaire, à la fois la prise en compte de la réalité de ce qu'est la commune, dans sa composition, dans son patrimoine, dans son bâti, avec toutes les difficultés que j'évoquais, et puis la nécessité de prendre en compte une dimension très co-construite d'un projet de vie sur lequel, là aussi, nous n'avions pas au départ projeté quoi que ce soit, puisque tout cela a débuté par une réunion se disant « nous allons voir si des personnes peuvent être intéressées ». Et c'est bien parce que nous avons senti qu'il y avait une appétence pour la démarche qui était proposée que nous avons poursuivi cette démarche avec l'habitat des possibles. Autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans une logique de verticalité. La ville est plutôt, évidemment, facilitatrice. Moi, je ne considère pas que la ville soit réellement le porteur du projet. Ce projet, il appartient essentiellement aux habitants qui s'y sont investis, qui veulent demain y vivre, qui veulent partager cet habitat. La ville étant là pour créer les conditions possibles, c'est pour ça que c'est aussi l'habitat des possibles d'une certaine façon, c'est les conditions de mise en œuvre de ce projet.
qui n'est pas le seul, puisque en termes d'économie sociale et solidaire, j'ai dit tout à l'heure que nous avions un certain nombre d'initiatives qui vont impacter directement le foncier. Je peux en prendre quelques-unes peut-être pour vous donner aussi un ordre d'idée sur ce qui peut se passer sur des communes comme les nôtres. On a évidemment sur une partie de vacances foncières, de la reconquête de foncier avec des activités associatives ou du tiers secteur, que ce soit des mutuelles, des coopératives ou des associations, parce qu'aujourd'hui on a des locaux vacants et qu'on se rend bien compte que dans un équilibre global et dans l'intérêt même de la ville, de son animation, de toute la richesse, en tout cas de la mobilisation de ces richesses, eh bien, on peut à certains endroits, plutôt que d'avoir finalement des locaux vacants, plutôt être amené à greffer un certain nombre de projets. Alors, on l'a fait, par exemple, avec une association qui s'appelle Parchemin, pour laquelle on a préempté des locaux, une association qui lutte contre l'illettrisme et qui aussi donne des cours de langue française à des personnes d'origine étrangère. Donc, on voit que l'économie sociale et solidaire et les initiatives qui sont portées par les associations peuvent nous permettre, là aussi, sur certains espaces fonciers aujourd'hui vacants, d'amener de la richesse sur ce territoire. C'est un des exemples. Deuxième exemple, il y a toute une réflexion qui est conduite donc, avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et un certain nombre d'opérateurs locaux qui s'intéressent aux questions de transition sur le pacte, la mise en place d'un pacte alimentaire qui dépasserait évidemment la seule échelle de la commune, qui est plutôt à l'échelon de la grande intercommunalité autour de questions de la bataille, mais qui est aussi un élément important puisqu'il va nous amener à faire des choix en matière de destination foncière, je le disais tout à l'heure, lors d'un prochain PLU. Et puis, sur la partie de l'habitat, on a aussi d'autres projets qui sont en cours à côté de l'habitat des possibles, avec des sociétés coopératives d'habitat qui viennent nous proposer de réaliser, dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, sur des fonciers qui sont préemptés via l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, qui sont souvent des locaux dégradés ou de vieux garages effondrés ou des ruines, eh bien, faire une sorte de curage de tout ça pour nous permettre d'y implanter de l'habitat de qualité avec des logements qui sont là même plus rénovés, mais quasiment des logements neufs à des endroits où on considère qu'il est nécessaire à la fois de remettre du logement et peut-être aussi d'aérer le tissu urbain. Vous voyez, l'ensemble de ces projets, l'habitat des possibles étant un projet évidemment important pour nous, mais l'ensemble de ces projets concourent finalement et contribuent à une logique, comment dire, assez structurante qui vise à reconquérir l'habitat ancien dégradé, lutter contre l'indignité et l'insalubrité, et puis à faire en sorte qu'on remette sur le cœur de ville dans une logique qui est vraiment une logique inclusive, qu'on puisse rétablir un certain nombre d'équilibres aussi sociaux, parce qu'il est aussi important de penser tout ça par rapport à la façon dont on vit ensemble sur les petites communes comme les nôtres. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous partager quelques questions. Je vois bien toutes les questions des intervenants. Il y en a seulement que je préfère garder suite aux autres témoignages qui seront aussi complémentaires et qui vont intervenir sur d'autres clés d'entrée. En revanche, peut-être… Alors, une première question qui est de savoir, de Raphaël Grandpierre, qui demande pourquoi est-ce un projet… Alors, je pense plutôt sur le projet Habitat des possibles en général. Pourquoi est-ce un projet plus adapté aux territoires ruraux, petites communes, et moins aux moyennes et grandes villes? Peut-être Florence, par contre, votre micro est coupé. Mieux si tu parles avec du son. C'est pas tellement qu'il n'est pas adapté aux grandes villes, c'est surtout qu'on l'a conçu avec la culture rurale. L'un des points de départ, c'était de se dire il y a tout un tas d'innovations qui se font dans les grandes villes et qui ne ruissellent pas, pour prendre le terme de Jacques Brillat, sur les campagnes, et qui souvent aussi ne sont pas adossées à la même culture. Donc on a souhaité faire le processus inverse et construire un modèle qui correspond à la culture rurale, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas demain sur des villes plus importantes, mais en tout cas, on pense que le combat, la priorité aujourd'hui, c'est plutôt d'abord les territoires ruraux. Mais ce n'est pas un refus idéologique, c'est une priorisation. Très bien. Merci beaucoup. Et autre question qui, cette fois, je pense, s'adresse
sans doute davantage à Monsieur Breillat. De Mathilde, alors je suis désolée, encore une fois, je n'ai pas davantage de précision, mais Mathilde demande quel est votre retour d'expérience entre la phase étude et la phase de lancement, peut-être sur ce laps de temps, et voilà, quel est votre... Le retour d'expérience que j'ai, c'est essentiellement donc, le retour du groupe qui s'est investi, mais pas simplement, parce que ce qui est intéressant dans la démarche de l'habitat des possibles, d'abord, c'est une animation et un suivi de ce groupe avec un réel travail collaboratif, hein, des personnes qui étaient investies dans le groupe et qui le sont encore, mais aussi, surtout, autour de cette question, un certain nombre de personnes se sont mobilisées qui ne sont pas forcément et nécessairement partie prenante directe hein, du projet, qui n'ont pas nécessairement envie d'aller vers cet habitat partagé, mais qui ont pu à divers niveaux contribuer, réfléchir et se mobiliser sur le projet. Donc, mon retour d'expérience, je trouve que ce projet a beaucoup de sens et qu'il est extrêmement fédérateur. Et puis, en ce qui concerne là plutôt les élus, c'est-à-dire la gouvernance municipale, je trouve que c'est un projet qui a aussi permis peut-être de re-questionner la question de la place des seniors dans la commune. Parce que c'est à la fois une question qui est forte, compte tenu du poids démographique des seniors, mais c'est une question sur laquelle jusqu'alors, on n'avait peut-être pas l'impression en tant que commune, 3200 habitants, vous vous doutez que notre ingénierie n'est pas démesurée. Je vois Florence qui sourit parce qu'elle sait de quoi je parle. Et donc, c'est très important de se dire que finalement, on a peut-être trouvé là, parce qu'on est en logique de co-construction, parce qu'il y a l'habitat des possibles, parce que les gens s'investissent, les personnes se sont investies dans ces projets, un levier d'action qu'on n'avait peut-être pas imaginé avoir sur une commune de notre taille. Je crois que ça, c'est aussi un élément intéressant parce que, du coup, je pense qu'on ne serait pas dans cette logique de co-construction avec l'habitat des possibles, on ne se serait sans doute pas lancé sur ce type de projet, voilà, qui paraissait peut-être exclu du champ ou des capacités ou d'un périmètre qui est le périmètre habituel d'intervention en termes de politique publique de nos collectivités petites ou moyennes ou modestes. Voilà. Merci beaucoup. Hop, Florence, un petit mot rapide. Oui, très rapide. C'est simplement pour dire que c'était un peu tout le sujet de se dire si on va sur des communes rurales, alors il faut être en capacité d'amener toutes les compétences, qu'elles soient portées en direct par l'association ou sous-traitées, comme c'est souvent le cas, ou partagées avec des partenaires. Parce qu'en fait, on ne peut pas porter la même ambition sur des collectivités qui sont extrêmement différentes si on n'a pas tout le réseau qu'on amène avec. Sinon, à un moment donné, il y a un trou dans l'accès foncier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Le temps file vite et il y a beaucoup d'intervenants, donc je souhaite donner la parole à Daniel Mathieu pour un autre sujet. J'espère que vous pouvez rester avec nous. En tout cas, pour toutes les personnes qui auraient posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, deux choses certaines, je pense, peuvent... les autres intervenants pourront y répondre, donc je les garde pour la suite, et d'autres, nous transmettrons les questions de toute façon aux intervenants et j'espère qu'on pourra vous apporter une réponse dans un deuxième temps, si nous n'avions pas le temps de le faire d'ici la fin de la visioconférence. Alors, je donne maintenant la parole à Daniel Mathieu. Est-ce que... Enfin, j'essaie. Monsieur Mathieu, moi, je vous vois. Je ne sais pas si vous m'entendez. Eh bien, je vous entends. On vous entend tous normalement. Donc oui, pour l'ensemble des participants, vous ne verrez pas Monsieur Mathieu car il intervient par téléphone, mais vous pourrez l'entendre en tout cas. Donc voilà, Monsieur Mathieu, je vous invite à présenter. Peut-être là aussi mettre une petite mise en contexte et puis ensuite présenter le projet du relais de l'Espinasse et comment il s'est... et ces différentes phases en fait de construction, notamment sur l'accès, sur la question foncière. Voilà, à vous la parole. D'accord, bon. Bonjour. Donc, je suis Daniel Mathieu, ce qu'on appelle un néo-cévenol, donc installé dans les Cévennes en tant qu'agriculteur depuis 1978.
donc en Cévennes lozérienne et en zone cœur, en zone centrale du parc national des Cévennes. Donc c'est important à dire parce qu'il y a un certain nombre de contraintes liées à cela. Donc arrivé en 78 sur un territoire complètement à l'abandon en fait. Hein. Plus d'habitants, des écoles qui menaçaient la fermeture, bon, un état quand même assez catastrophique et assez préoccupant. Et tout ça dans un mouvement avec d'autres personnes de ma génération, souvent issues de la ville, qui se sont installées dans ce même temps. Donc, sur ce territoire, en zone cœur du parc des Cévennes, donc Saint-Andéol-de-Clergemort, c'est une commune de 680 hectares, donc toute petite, et qui à ce moment-là ne comportait plus que 25 habitants. Sur ce territoire, une ruine, sur un lieu stratégique, hein, une ancienne auberge, l'auberge de l'Espinasse, à l'abandon depuis 1940 à peu près. Donc cette ancienne auberge, plus une petite propriété agricole attenante d'une quinzaine d'hectares. Donc très vite, des projets ont été mis autour de cette propriété. Bon, et il se trouve que en 1995, je me suis présenté donc sur la commune en tant que maire. Donc j'ai été élu et j'ai fait deux mandats de maire et un mandat de président de communauté de communes sur ce territoire. Bon, voilà pour le contexte. Nous, en 95, avec la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre d'une étude appelée Territoire d'avenir, nous avons effectué un diagnostic de territoire avec ce qui était le canton à cette époque-là. Bon, donc de ce diagnostic de territoire est ressorti un certain nombre d'atouts, de contraintes, d'enjeux, bon, etc. Et c'est de là qu'est quand même née la réflexion de faire émerger des projets sur ce territoire, donc en déshérence. La commune, Saint-Andéol-de-Clergemort, donc, a eu l'opportunité d'acquérir du foncier. Donc, dans ce foncier, il y avait quelques terres agricoles et cette fameuse auberge de l'Espinasse. Donc là, nous étions en 95-96. Hein. Entre acquérir un foncier, faire émerger des projets, c'est quand même un long parcours. Donc, il y a eu différentes initiatives. Bon, d'abord, un groupe de jeunes qui a essayé de développer un projet autour du bois sur ce lieu de l'Espinasse. Donc, exploitation du bois et valorisation de ce bois. On est sur un territoire extrêmement boisé. Donc, ces jeunes ont tourné, ils se sont fait la main. Ça a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais bon, finalement, le constat, c'est qu'économiquement, le projet n'était pas viable. Donc, ce projet a évolué. Il a évolué donc, autour d'un projet de restauration, donc le bistrot de l'Espinasse, hein, le relais de l'Espinasse, donc, où là, aujourd'hui, a pu se développer donc une société coopérative d'intérêt collectif qui gère cet espace de bistrot. Donc, qui aujourd'hui a peut-être 4 ans ou 5 ans d'existence. Donc voilà, ce projet fonctionne, même si avec la situation actuelle, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, ce projet fonctionne. Donc il y a un bail emphytéotique qui a été signé donc à la société coopérative d'intérêt collectif, un bail de 50 ans sur un loyer très, très modeste. Mais par contre, charge au bistrot de payer l'investissement, etc., etc. Bon, cette affaire fonctionne.
Sur ce lieu, c'est formalisé donc aussi une association donc plus chargée de l'animation, hein, qui s'appelle Épidemain. Donc Épidemain gère tout ce qui est l'animation de ce lieu, hein, et donc sur ce lieu, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une école de la pierre sèche, donc qui s'est mise en place aussi, qui a rénové une partie des bâtiments. Et ça, par contre, porté au niveau de l'investissement, porté par la communauté de communes qui a pu se mettre en place dans cet espace de temps, donc on va dire entre les années 95 et aujourd'hui, hein. Donc un projet important, École de la pierre sèche, hein, où il y a des formations, il y a aussi des tests sur le bâti en pierre sèche, bon, beaucoup de choses, beaucoup d'événements autour de cette structure. Il s'est créé aussi donc une activité autour on est sur un territoire castanéicole en fait, hein, même s'il était à l'abandon, mais qui reste encore très, très actif, hein, de production de châtaignes. Donc, porté par l'association Épidemain, donc existe un lieu ressource autour de la châtaigne, hein. Donc, avec une petite châtaigneraie un peu expérimentale, hein, et aussi de la formation et de la conservation de variétés. Donc, pour un public local, donc comment on rénove une châtaigneraie, comment on réapprend les gestes pour greffer, entretenir, etc. Et aussi la mise en place d'un sentier d'interprétation châtaigne. Toujours sur le même espace, s'est mis aussi en place un lieu, un verger conservatoire de variétés de pommes. Il y avait aussi une tradition de production de pommiers plutôt en agriculture agroforesterie, on va dire. Donc, il y a un verger qui se met en place. Ça a 2 ans d'existence maintenant. Donc, sur les variétés et la conduite des vergers de pommiers. Voilà, donc c'est l'Espinasse, c'est une expérience qui aujourd'hui donc date de 20 ans, hein, avec cette opportunité de mobiliser du foncier. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de chance à l'époque pour pouvoir mobiliser ce foncier, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, hein. Bon, les Cévennes aujourd'hui ont quand même un attrait important en termes de tourisme, hein. Trouver du foncier pour des montants accessibles, c'est plus compliqué, même si on y arrive encore, puisque la commune a pu acheter une propriété forestière qui avait été reboisée dans les années 60, importante, hein, d'une centaine d'hectares, donc sur lequel on va essayer de faire émerger un projet autour du bois, mais aussi peut-être en l'élargissant autour de l'agroforesterie, sachant qu'il y a aussi un bâti très important sur cette propriété, qui aussi est en zone cœur, et pour lequel il y a un défi colossal à mettre en œuvre. Mais bon, moi je ne suis plus que conseiller municipal donc, de la commune qui s'appelle aujourd'hui Ventallon-en-Cévennes. Mais bon, là, on a là aussi un beau projet à faire émerger. Il faudra du temps. Sachant que sur ce territoire, on a toujours une demande importante de personnes qui veulent s'installer, hein. Alors, on a des jeunes qui veulent s'installer. Alors, c'est difficile parce qu'ils arrivent avec pas ou peu de moyens financiers. On a aussi une autre catégorie de personnes qui arrivent, des personnes qui ont un parcours déjà professionnel, donc qui ont un peu des moyens financiers, un peu ou un peu plus qu'un peu, ils veulent changer de vie. On a une demande dans ce sens-là aussi, mais bon voilà, il faut trouver des propriétés disponibles à la vente à un prix accessible. Et on a aussi un renouvellement de génération qui va se produire, hein, donc voilà, de seniors qui aujourd'hui, comme moi, sont à l'âge de la retraite, et pour lequel il y a un renouvellement qui doit pouvoir se faire. Ça fait partie des défis à relever aujourd'hui.
Voilà. En gros, ce que je peux dire de l'expérience, de notre expérience sur ce territoire qui, je le conçois, est bien particulier. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu, pour votre partage d'expérience et la présentation du relais de l'Espinasse. Pour info, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais en même temps que votre intervention, je partageais mon écran et le site internet du relais de l'Espinasse où voilà, vous pourrez vraiment trouver énormément d'informations. Alors, il y a quelques questions qui vous sont adressées que je vais partager. Donc, peut-être d'abord une question posée par la structure Village Vivant qui demande bonjour, qui sont les associés coopérateurs de la SIC Relais de l'Espinasse? Merci. Donc, c'est Thibaut de la Alors, SIC Village Vivant. il y a beaucoup de personnes du voisinage, hein, des habitants, mais aussi des personnes un peu plus éloignées qui peuvent être des urbains, hein, et qui ont pris des parts sur cette société. Voilà. Oui, oui. Très bien. Et Donc, mais toutes par les rapport, personnes, les différents associés à la coopérative, les différents membres de la alors, ce sont des coopérative. gens qui ont des parts, des associés. Alors, les membres, ben, aujourd'hui, il y a un gérant, hein, donc de cette coopérative, des salariés, hein, qui peuvent être coopérateurs ou pas. Bon, voilà. Et après, des membres qui ont des parts dans la structure société collective, mais qui ne sont pas forcément des acteurs permanents de l'entreprise. C'est une entreprise. Mmh. Très bien. Nous avons également une question d'Agnès Gosselin qui demande quelle est l'origine du foncier mobilisé dans ces projets? S'agit-il de foncier privé, de foncier qui Alors, au appartenait départ, à une c'était autre du commune? foncier. Oui, au départ, c'était du foncier privé, hein. La commune, avec l'aide de la SAFER, hein, en a fait l'acquisition, hein. C'est bien été à l'abandon. Souvent, c'était des successions qui n'avaient pas pu se faire, un peu compliquées, hein. Donc, on parle bien de ruines, hein. C'était 60-70 ans d'abandon complet. Donc, la SAFER nous a quand même, donc Société d'aménagement foncier, nous a bien aidé sur la recherche des héritiers, le montage, etc. Mais donc, c'était des biens privés, oui. Très bien. Et autre question de Mathilde, mais vous avez commencé à y répondre. Dans ces secteurs ruraux, lorsque l'on investit du bâti ancien, comme là ça a été le cas, les difficultés rencontrées portent-elles davantage sur le montant des travaux plutôt que sur la disponibilité du foncier, finalement? Alors, sur ces opérations, trouver le financement, bon, je ne vais pas dire que c'est facile, mais autour d'un projet, on a toujours pu trouver les financements, hein. On a les programmes leaders, hein, on est sur des zones où quand même le montant des aides est conséquent, puisque on a pu monter des projets euh, comme Épidemain, pas Épidemain, les artisans bâtisseurs, à un niveau de financement de 80% pour la rénovation, hein. Donc, sur ces opérations-là, le problème financier, on a toujours trouvé une solution. C'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. Non, aujourd'hui, peut-être ce qui est plus compliqué, c'est l'accès à du foncier pour des prix raisonnables. Il y a une très forte inflation sur le prix du foncier et du bâti. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je trouve que cette question de financement et du cofinancement de ces projets est intéressante. J'espérais en dire un mot avec les différents intervenants, mais peut-être qu'on y reviendra ensuite avec les témoignages de Terre de Liens, peut-être effectivement, mais là tout de suite, hein, suite aux interventions d'Habitat des Possibles et de vous, Monsieur Mathieu. Dire que sur les cofinancements possibles, on a effectivement, comme vous l'avez évoqué, le programme LEADER et donc plus globalement les fonds structurels européens qui peuvent être donc du LEADER et donc du FEADER, mais aussi du FEDER, Fonds européen pour le développement régional.
C'est vrai que, on le verra tout à l'heure avec le témoignage de Terre de Liens, mais il y a aussi cette possibilité de développer de monter des projets en lien avec l'appui de l'épargne solidaire des habitants, donc soit par le biais de Cigale, soit par le biais de Foncière Éthique, mais c'est vrai que, voilà, on y reviendra tout à l'heure, donc je ne veux pas développer davantage. Vous avez évoqué la SAFER ou plus largement les logiques, pardon, pas les logiques, les structures telles que les sociétés d'économie mixte qui peuvent aussi être des partenaires importants. Et enfin, il y a aussi la possibilité de mobiliser les contrats ruraux. Voilà, mais peut-être, je ne sais pas si vous, Monsieur Mathieu, vous avez pu mobiliser ce type de financement. Oui, nous, on a mobilisé ces types de financement. Hein. Je répète bien, les freins n'ont pas été... bon, bien sûr, c'est toujours une question, mais c'est jamais ça qui a bloqué le projet. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Je crois... Voilà, moi, je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous derrière. Très bien, oui, vous nous Je le aviez regrette. prévenu. Merci beaucoup Voilà, pour votre intervention. S'il y a des questions qui restent en suspens, eh bien, de toute façon, je vous les transmettrai. d'accord. Merci, Merci. Monsieur À Mathieu. vous. Allez, bonne fin de... Merci. Au revoir. Alors, ensuite, nous allons donc maintenant appeler les trois derniers intervenants de cette visioconférence, à savoir Damien Roumet, qui est coordinateur pour le réseau national Terre de Liens, Alice Normand, qui est animatrice territoriale de Terre de Liens Hauts-de-France, et Monsieur Michalak, oui, Denis Michalak, qui est maire de la commune de Le Ward. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bon, à vous la parole. À nous la Damien, parole, allons-y. Allez-y. Très bien, merci pour l'introduction. On voit bien en effet le lien assez direct qu'il peut y avoir avec les précédentes interventions sur différents aspects. Je vais essayer de faire court autant que faire se peut pour laisser le plus de place possible à l'expérience des Hauts-de-France et de la commune de Levard que vous présenteront Denis Michalak et puis Alice Normand dans quelques minutes. Quelques mots d'introduction tout de même. Du coup, donc Terre de Liens existe depuis 2003. S'attache à la préservation du foncier agricole et à l'installation, à l'accompagnement des personnes qui souhaitent s'installer, des personnes qui souhaitent céder également, et aussi des collectivités territoriales qui s'intéressent à l'alimentation locale et au développement de l'agriculture biologique sur leur territoire. J'y travaille depuis 5 ans maintenant et donc particulièrement justement sur deux aspects qui sont la production et la diffusion de ressources, dont je vous donnerai quelques mots à la fin, et puis sur l'accompagnement des collectivités avec qui nous travaillons avec plusieurs collègues en région, dont Alice Normand qui vous présentera leur travail en Hauts-de-France tout à l'heure. Du coup, en introduction justement, ça nous semblait quand même important de remettre un petit peu en perspective l'ensemble parce qu'on a eu une commande entre guillemets sur les différents montages de coacquisition qui étaient possibles en mobilisant les deux structures financières, l'une des deux structures financières qui a été construite par Terre de Liens, à savoir une foncière qui est une société en commandite par action, Foncière Terre de Liens, reconnue entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est donc propriétaire de nombreuses fermes en France, et puis la fondation qui est reconnue d'utilité publique qui peut également être propriétaire. Et donc du coup quand même aller au-delà de ces enjeux-là, et notamment pour montrer l'ensemble de ce que cela peut recouvrir une stratégie foncière pour l'installation, donc qui s'attache à préserver les terres et à les partager. C'est un peu les termes qu'on essaie d'utiliser au maximum, parce que comme vous le savez, on continue de bâtir diverses terres, on continue de perdre énormément de terres agricoles, et donc si on souhaite pouvoir continuer à alimenter les personnes, les territoires, prendre soin des paysages, des sols, de la biodiversité, et permettre à des personnes de vivre de la mise en valeur de ces terres agricoles, il est essentiel de pouvoir les préserver et ensuite également de les rendre accessibles. Et donc pour ça, il y a
tout un enjeu, tout un ensemble de leviers dont disposent les collectivités. Donc, vous devez en connaître l'essentiel parce que vous pouvez également les mobiliser avec d'autres problématiques. Donc là, c'est juste un petit panorama très rapide. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail dessus, mais par contre, c'est issu, c'est mieux dans ce sens-là, dans ce sens-là, de notre guide 3e édition l'année dernière qui s'appelle Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités territoriales, qui reprend du coup, ou explicite de manière assez succincte et didactique l'ensemble des leviers qui sont à disposition des collectivités territoriales pour préserver les terres, les partager également. Et donc, l'orientation de l'usage des terres agricoles, c'est ce qu'on a mis un peu dans la première partie ici, préserver les terres agricoles, notamment via les documents d'urbanisme, vous vous en doutez, et même potentiellement au-delà avec des zones de protection renforcées, on va dire, qui sont les zones agricoles protégées, les périmètres périurbains. Qui sont des leviers qui peuvent être très intéressants à mobiliser pour éviter, on l'a un petit peu entendu, mais il peut y avoir des phénomènes forcément de spéculation qui peuvent exister notamment en zone périurbaine. Alors je sais qu'on est sur les territoires ruraux particulièrement, mais la frontière est peut-être mince. On pourrait même parler des fois de territoires périruraux, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, les collectivités ne sont pas seules. Il y a également l'État et les autres échelons d'organisation publique qui ont leur rôle à jouer. Au-delà de les préserver et de pouvoir orienter l'usage des terres, souvent, alors, il peut y avoir des opportunités ici ou là, mais il y a un enjeu essentiel sur lequel portent aussi les accompagnements de terre de liens, c'est le fait de pouvoir se projeter et donc du coup de se donner les moyens d'avoir une vision assez claire de quel est le foncier agricole sur mon territoire et de pouvoir animer l'ensemble des dynamiques foncières, ce qui demande du temps. Le foncier, c'est souvent, même au-delà d'un seul mandat, ce qui peut être une complexité supplémentaire et un enjeu particulier pour s'engager sur ces enjeux-là. Et donc, du coup, là aussi, il y a plusieurs possibilités, plusieurs enjeux, plusieurs leviers dont ont à disposition les collectivités territoriales pour pouvoir engager des observatoires des terres agricoles, par exemple, en mobilisant à la fois la veille foncière citoyenne que peut proposer Terre de Liens, mais aussi, bien sûr, les sources de données publiques mobilisées en partie par les SAFER et d'autres acteurs. Savoir mobiliser à bon escient, j'ai envie de dire, les différents droits de préemption divers et variés, voire des déclarations d'utilité publique, mettre en réserve du foncier, notamment avec les SAFER, justement, pour réussir notamment réussir à rendre synchrone les calendriers d'installation, les calendriers de cession. C'est un enjeu, c'est un dispositif assez essentiel pour permettre justement, pour éviter que, juste par défaut de quelques mois, les terres disponibles aillent auprès du voisin à l'agrandissement ou à l'urbanisation, juste parce que le porteur de projet qui existait en face n'a pas eu le temps de pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour engager son installation, par exemple. Et puis, bien sûr, l'enjeu énorme de la transmission qui va arriver d'autant plus de plein fouet dans les années à venir avec des millions d'hectares qui vont se libérer avec le départ à la retraite de la génération des paysans, des baby-boomers. Donc, voilà, tout plein d'enjeux autour de la mobilisation du foncier. Et puis, enfin, c'est quasiment le bout de course, potentiellement en tout cas, c'est de pouvoir mettre en valeur de manière agroécologique ce foncier agricole. Donc soit en propre, c'est l'exemple qu'on va avoir par la suite, où il y a eu un accompagnement de terre de liens, mais on est bien sur des terres en propriété publique, soit avec des coacquisitions avec le mouvement Terre de Liens, en mobilisant l'une ou l'autre ou l'autre de ces structures financières, et puis ensuite d'autres enjeux pour faciliter l'installation, favoriser l'accès au logement, voilà. Tout ça pour dire que c'est pas juste il ne suffit pas, bien sûr, juste d'acheter une terre pour qu'on puisse se prévaloir d'une politique agricole qui permette de répondre à l'ensemble des enjeux que l'on peut d'ailleurs identifier sur un des outils. Ça me permet de faire une toute petite parenthèse qui s'appelle Parcelle pour une alimentation résiliente, citoyenne et locale, convertisseur qui permet d'identifier les différents enjeux et les différentes plus-values du développement d'une agriculture citoyenne et locale.
que ce soit pour des enjeux d'emploi, les enjeux de mobilisation surfacique également, donc le foncier en tant que tel, notre sujet du jour, mais aussi des aménités, comme on le dit dans le monde agricole, donc les externalités positives de l'activité agricole pour les différentes ressources en eau, le sol, l'air et la biodiversité également. Avant de laisser la parole, j'ai dit que je faisais court, donc je vais quand même essayer de faire court, mais justement pour répondre un peu à la demande particulière d'aujourd'hui et dans la suite de la première intervention également, donner quelques exemples de ce à quoi peut ressembler une coacquisition ou l'engagement autour d'une opportunité foncière pour une maîtrise foncière partagée au long cours entre la collectivité et Terre de Liens. Donc il peut y avoir plein de possibilités. J'ai parlé tout à l'heure de la foncière qui mobilise de l'épargne citoyenne pour acquérir les terres et ensuite les mettre à bail à des paysans, des baux un petit peu spécifiques qui sont des baux ruraux avec des clauses environnementales. Notamment pour garantir l'usage respectueux de la terre. Et on peut aller un peu au-delà aussi sur des enjeux paysagers, voire de biodiversité spécifique sur des conditions culturelles. Donc la foncière, la fondation reconnue d'utilité publique qui alors je sais plus, voilà, qui est mobilisé ici. C'est notamment un montage qui peut exister ici, qu'on a réalisé à plusieurs reprises et qui a été notamment expérimenté avec une agence de l'eau qui est en Seine-Normandie, qui a pu voter, mais donc n'importe qui dans l'absolu peut le faire, en tout cas n'importe quelle collectivité, acteur public, voter une subvention d'investissement pour un projet particulier ou pour un fonds dédié dans l'optique de pouvoir acquérir via la Fondation Terre de Liens des terres agricoles pour ensuite installer des paysans en agroécologie, en agriculture biologique. Donc ici, il y a toujours un peu ces trois acteurs, ou en tout cas ces deux fonctions principales entre l'association territoriale Terre de Liens et puis le ou les propriétaires Terre de Liens, donc foncière et fondation. Et c'est toujours important d'avoir en tête que un projet, ce n'est pas juste justement l'acquisition. En général, c'est un peu dans la suite de ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Hein. C'est pas là où c'est le plus difficile de trouver des fonds, vous le savez sûrement, pour investir. Mais par contre, l'animation territoriale au long cours, autour de la ferme, pour pouvoir trouver aussi un porteur de projet tout simplement. Tout ça, ça demande beaucoup de temps et c'est pas nécessairement financé. Donc, il est aussi important de pouvoir à la fois déclencher, enfin en tout cas proposer une subvention d'investissement qui est un effet levier important pour l'acquisition en tant que telle, mais aussi des appuis financiers aux actions, plus sur de la subvention aux associations territoriales pour rechercher les porteurs de projets, animer les citoyens, la mobilisation citoyenne autour des fermes et sur le territoire et pouvoir engager des actions de dialogue territorial avec l'ensemble des acteurs agricoles et fonciers autour du territoire. Et donc, en tout cas, l'important ici aussi, c'est qu'au-delà de cette subvention d'investissement, on peut mobiliser via du don dédié à l'achat de cette ferme, du don des citoyens. Donc, on se retrouve, c'est une des plus-values pour le fait d'aller sur des projets de coacquisition avec Terre de Liens. C'est au-delà de l'effet levier financier, qui est loin d'être négligeable tout de même, en mobilisant dons et ou actions, et ou épargne, de fait de pouvoir mobiliser justement et d'avoir un projet qui soit partagé non seulement par la seule collectivité, mais aussi avec des citoyens ou des associations ou des entreprises du territoire qui souhaitent s'engager également sur ce projet-là et investir ou donner pour qu'on puisse faire pousser une ferme, comme on peut dire des fois dans la communication Terre de Liens. Deuxième montage, ici, on a une amphithéose. Donc l'amphithéose, je suppose que vous voyez à peu près, mais en tout cas, c'est un bail particulier de très long terme qui donne des droits quasi les droits de propriétaire à la personne qui est preneur du bail. Là, l'important, donc c'est l'exemple de la Capelle Cabanac, c'est que cela permet du coup de mobiliser aussi, en tout cas de se répartir les prérogatives et les différents enjeux et charges sur la terre et le bâti entre la collectivité et le propriétaire Terre de Liens qui est au national, où du coup c'est alors forcément le bâti, vous le savez, c'est souvent
ça peut être compliqué en tout cas et c'est vite coûteux. Du coup, là, ça a été le montage qui a été choisi à ce niveau-là, justement pour faciliter la mobilisation d'autres subventions pour la rénovation du bâtiment, le fait d'être en proximité aussi en direct avec la ferme pour pouvoir assumer ces différents moments-là. Et puis juste pour le montage financier, c'était aussi plus simple et plus cohérent d'avoir cette distinction bâti et foncier non bâti, même si dans la suite, du coup, il y a bien d'une part la mobilisation de l'association territoriale et aussi un bail rural environnemental commun entre la foncière et la mairie auprès de ce fermier pour la mise en valeur de la ferme de la Capelle-Cabanac. Donc ici, on passe par la foncière Terre de Liens, donc en mobilisant potentiellement de l'épargne par les citoyens qui sont ici. Et la dernière, voilà, si elle veut bien y aller, voilà. Je vais passer très vite dessus, mais en tout cas, c'était pour valoriser le fait qu'il est possible, il peut être intéressant en fonction des montants, de l'opportunité également foncière, etc., de pouvoir mobiliser les deux propriétaires Terre de Liens, à savoir la foncière et la fondation, ce qui permet de démultiplier les possibilités de monter dans la barque pour les citoyens au sens large, à la fois personnes physiques, mais aussi personnes morales, privées ou non lucratifs également, avec toujours ce travail qui n'est pas valorisé ici, mais d'animation locale et au long cours assumée par l'association territoriale Terre de Liens. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que l'important, c'est ça. C'est l'exemple du coup de Levard, avec du coup une présentation à deux voix par Alice Normand, qui est ma collègue en Hauts-de-France, et puis Denis Michalak, qui est le maire de la commune, qui a travaillé avec Terre de Liens sur ce projet. Du coup, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Si vous voulez, Monsieur Michalak, je vais donc présenter un petit peu la méthodologie, les différentes étapes, et puis je vous laisserai compléter. D'accord. Merci. Bon, très bien. Oui, donc voilà, moi, donc, je travaille à l'association territoriale Terre de Liens Hauts-de-France. Et là, je vais vous présenter un projet donc, mené avec la commune de Leward, donc dans le département du Nord, et la communauté de communes Cœur d'Ostrevent. Donc, on est, comme l'a dit Damien, on a une grande diversité de situations pour la question de l'accès au foncier pour monter donc là, un projet d'installation d'agriculture biologique. Et là, ce cas-là particulier, on a du foncier en fait qui était déjà en propriété d'une communauté de communes. Donc, bien sûr, dans une situation où il n'y a pas de foncier disponible, mobilisable pour un tel projet déjà dans les propriétés de la commune ou de la communauté de communes, il y aura aussi d'autres outils à mobiliser que je ne vais pas présenter ici, que je ne vais pas développer ici. Puisque donc l'histoire là commence vraiment autour de 2017 avec un groupe de bénévoles de Terre de Liens qui organise une veille foncière citoyenne, ce qu'on appelle chez nous une veille foncière citoyenne. C'est-à-dire qu'ils vont aller interpeller en fait les élus locaux et globalement les habitants aussi du territoire et les élus du territoire sur les enjeux du foncier agricole et sensibiliser à ce que peut faire une collectivité, justement, à commencer par regarder dans son portefeuille foncier s'il n'y a pas des parcelles qui pourraient être orientées vers un projet agricole, et un projet agricole exemplaire, notamment en agriculture biologique, en circuit court, etc. Donc là, sur le territoire, ces bénévoles ont rencontré une volonté politique déjà affirmée sur un certain nombre de sujets, donc, voilà, où ça convergeait avec ce qu'on défend à Terre de Liens, notamment donc un projet d'aller vers l'introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective au niveau de la communauté de communes. Et puis au niveau de la commune, une volonté de limiter l'artificialisation des terres, donc de préserver les terres agricoles du territoire. Donc, en dialoguant avec la collectivité, les collectivités comme et communes, on a identifié ensemble une parcelle qui est propriété de la communauté de communes et qui avait auparavant été destinée en fait à un projet d'artificialisation, un projet d'aménagement, et qui, donc là, voilà, les collectivités se sont rejointes sur la volonté de la réorienter vers l'agriculture et de porter un projet innovant dessus. Et donc, entre 2019, sur à peu près 18 mois, l'année 2019 et là jusqu'à ce printemps 2020, on est venu, l'association Terre de Liens Hauts-de-France, en appui technique au pilotage d'un projet pour installer un maraîcher.
Donc, je vais vous passer en revue un petit peu les différentes étapes, les étapes importantes à partir de là. C'est-à-dire qu'on a identifié une piste. La première étape vraiment importante, c'est de caractériser cette parcelle et de pouvoir déterminer si oui, c'est bien une opportunité de mener le type de projet qu'on souhaiterait. Donc là, nous, on a développé un outil de caractérisation d'une opportunité foncière qui a aussi, donc je vous ai mis un petit visuel ici, qui a aussi vocation à être utilisable par des bénévoles, par des citoyens. Et donc, on est bien là dans une coopération aussi, dans une mobilisation de citoyens, d'habitants sur le territoire qui vont participer à la démarche. On a la possibilité dans la région de faire appel à un partenaire important, Bion Hauts-de-France, donc qui fait partie du réseau FNAB, pour compléter en fait notre analyse de la parcelle sur les aspects agronomiques et de vraiment pouvoir garantir que cette parcelle est adaptée à un projet d'agriculture biologique et également en fait en tirer quelques conseils techniques plus précis que cette simple validation sur le type de projet qui serait intéressant de mettre en place. Donc après, au-delà de l'agronomie, on va regarder, nous, les caractéristiques urbanistiques, d'environnement, d'accès. Pour un projet de maraîchage, il y a quelque chose de très important qui est l'accès à l'eau pour l'irrigation, évidemment. Donc, on va aller regarder ça. Ça nous permet d'identifier les atouts, les contraintes de la parcelle, des leviers, des freins, et puis d'identifier en fait ce qu'il va falloir faire pour que ce projet puisse aboutir et pouvoir mobiliser les différents partenaires, les différents acteurs pertinents sur ces aspects-là. Donc voilà, fin de la première étape. La deuxième étape, donc, on a accompagné la communauté de communes en lien avec la commune pour cadrer le projet et écrire un appel à candidature. Ce qui est essentiel à déterminer, ce que nous on incite à faire, c'est de cadrer en fait des critères d'éligibilité, c'est-à-dire des critères un peu sine qua non, notamment la volonté d'avoir du bio qui a été mis en avant, et d'ouvrir sur des critères de sélection, donc plutôt une vision, une priorisation, tout en laissant une certaine souplesse. Et là, j'insiste là-dessus, quand on est là donc sur un projet de mise en location, de mise à bail rural à clause environnementale d'un terrain pour un projet agricole, on est bien dans un esprit de... Il y a du bruit dans la rue, excusez-moi. On est dans un esprit de construire une coopération avec un porteur de projet agricole. Et donc, il faut trouver un juste équilibre aussi entre à la fois avoir une vision, vouloir tel ou tel type de projet, et en même temps, bien garder en tête que ça sera aussi son projet agricole et que il y a une coopération à construire. Bien sûr, s'il y a plutôt, au contraire, au niveau de la collectivité, une idée très précise de ce qu'on veut, éventuellement, il faut étudier la possibilité de créer une régie agricole, comme ça a pu se faire sur certaines collectivités. Et là, on n'est pas dans ce cas-là, on est bien sur une mise en location et donc une coopération. Troisième étape, donc, c'est sélectionner le porteur de projet. Là, vraiment, le rôle qu'on a joué, nous, Terre de Liens, c'est d'être l'association territoriale, c'est d'être vraiment un animateur de dialogue territorial en associant, en fait, déjà en permettant de visiter le site à des porteurs de projets et puis en associant un comité technique de partenaires. Donc, on a été vraiment ce maillon entre la collectivité et une diversité de partenaires agricoles et citoyens, en fait, donc de différents réseaux, donc notamment Bion Hauts-de-France, du réseau FNAB, Initiative Paysanne qui fait partie du réseau des FADEA, la Chambre d'agriculture, à petits pas pour la couveuse d'activité. Voilà, on a vraiment essayé d'associer un maximum les acteurs. La SAFER également. La SAFER a été associée, même si elle n'a pas participé activement, puisque le terrain étant déjà à propriété de la communauté de communes, c'était moins nécessaire sur le plan opérationnel. Voilà. Mais elle était bien dans la boucle des échanges. Donc, suite à ça, on a reçu des dossiers et donc animé finalement... recueilli en fait les avis, les conseils, la lecture de ces dossiers par les différents partenaires sur leur spécialité pour pouvoir conseiller la collectivité dans son choix. Et donc, on a organisé des auditions confinées, donc auditions en visioconférence, pour sélectionner enfin un porteur de projet qui s'est installé, qui est en train de s'installer, donc qui a déjà mis en culture la parcelle ce printemps. Et donc, la quatrième étape, qui est encore en cours, c'est donc d'accompagner de la mise en place du bail et d'avoir un suivi sur les différents aménagements, les différents projets annexes finalement autour de cette installation, qui accompagnent cette installation qu'on avait identifiée dans notre analyse de la parcelle et tout au long, c'est-à-dire la nécessité de viabiliser la parcelle pour avoir l'accès au réseau, aux électricités pour ce projet.
Et puis, par exemple, là, sur ce cas particulier, plutôt que d'aller étudier la mise en place d'un forage, là, on est plutôt pour l'irrigation. On s'est penché sur la mise en place d'une solution de récupération d'eau de pluie sur un bâtiment voisin qui appartient également à la collectivité. Donc, avec un acheminement de l'eau, en l'occurrence de manière gravitaire. Donc, c'était assez intéressant et donc c'est là-dessus qu'ont travaillé les services. Voilà. C'est peut-être important effectivement de préciser ça, peut-être revenir, parce que j'ai entendu que ça intéressait pas mal les participants. Effectivement, merci. Juste sur la question du financement en fait, de ce projet, on s'est inscrit là. On a bien un projet qui a une plus-value transversale sur une diversité d'enjeux. On est allé chercher à permettre l'installation d'un porteur de projet qui allait commercialiser en circuit court. La collectivité, M. Michalak pourra revenir dessus, est intéressé sur le fait qu'il puisse potentiellement fournir la restauration collective, participer à la vie de la ville, avoir un accueil à moyen terme ou même à court terme, ça dépendra aussi du rythme à laquelle il développe son projet, mais avoir un accueil pédagogique sur la parcelle, etc., vu qu'on est aussi vraiment en centre-bourg. Et on a un projet on se situe sur un territoire à enjeu eau potable, donc l'agence de l'eau Artois-Picardie regarde de près, puisque c'est développer l'agriculture biologique aussi sur ces terrains, c'est limiter les pollutions des nappes. Et donc là, en l'occurrence, notre travail d'appui, d'animation de territoire et d'appui technique a été financé par l'agence de l'eau, donc en partie par l'agence de l'eau Artois-Picardie, via un programme de développement de l'agriculture bio territoriale porté par le parc naturel régional Scarpesco, à proximité duquel on se trouve, et son aire d'action s'étend à la commune de Loire. Et on a un cofinancement très probable par la communauté de communes de Cœur d'Ostrouvant de ce travail-là. Voilà. Donc, c'est les différentes échelles aussi territoriales qui ont été impliquées, et c'est ça qui était très intéressant. Et enfin, donc je termine là-dessus sur ma vision un petit peu des leçons tirées, des conseils essentiels, en sachant que Monsieur Michalak, justement, l'intérêt, c'est d'avoir votre regard là-dessus. Le premier, pour moi, c'est que quand on parle de foncier agricole, c'est transversal. Je viens de le dire sur la diversité des enjeux. Et vraiment, là, sur ce projet-là, on a quelque chose qui s'est enclenché au moment où on a pu réunir, notamment au niveau de la communauté de communes, le responsable du service environnement, le responsable du service développement économique, avec la chargée de mission économie sociale et solidaire et circuit court, qui ont pris, ça c'est au niveau technique, et évidemment au niveau politique, il y a eu cette même transversalité qui a été possible, et donc ça a été déterminant. Ensuite, un point de vigilance sur l'étape de caractérisation de la parcelle, d'analyse du terrain, elle est vraiment essentielle à faire rapidement pour éviter les surprises. On peut avoir tendance à sauter sur la première occasion parce qu'on a l'impression que c'est rare, et c'est vrai, mais on a eu aussi des surprises sur d'autres projets où on découvre des mois après qu'en fait le terrain c'est du remblai et qu'en termes de culture c'est très compliqué, où le matériel se casse, etc. Donc c'est des choses évidemment où il faut être vigilant, et là c'était nécessaire de faire cette étude avant tout. Enfin, je l'ai dit, c'est associer des partenaires complémentaires et être dans une logique de dialogue territorial en impliquant des représentants d'associations, des associations citoyennes, des bénévoles, des habitants. Voilà. Et enfin, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure sur le porteur de projet, c'est aussi son projet, donc être dans une logique de coopération, évidemment. Voilà, je laisse la main, Monsieur Michalak. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à tout ça, moi? Non, mais bon. Donc, Thialis, tu as été très, très complète par rapport à ton exposé. Donc, je ne vais pas revenir sur les points que tu as développés parce que ce sont ceux-là. Donc, nous, ça démarre aussi en 2017. On veut réviser le PLU, et on se rend compte qu'avec une volonté aussi de développer peut-être, parce qu'à l'époque, c'était peut-être des exploitations agricoles de type bio. C'est une volonté communale. Et puis bon, après, tu as décrit très bien le chemin. Là, je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit. Donc là, maintenant, Xavier Planchon est installé. Il a démarré. Il a produit ses premières salades. Il les a vendues. Le retour par rapport aux habitants de Le Hard a été super.
lui est content et les habitants sont contents. Ils ont trouvé quelque chose peut-être qu'ils recherchaient. Hein, parce que d'après ce que j'ai compris, beaucoup d'intervenants vivent en milieu rural. Nous vivons dans une région, enfin du moins cette partie du département du Nord, où la densité la densité par kilomètre carré est très forte, hein, c'est une des plus fortes d'Europe. Et donc la pression des zones commerciales type hyper, super et compagnie est très forte. Et donc, le développement de cette agriculture locale s'est révélé, notamment pour M. Planchon, dans une première expérience, très difficile. Et puis, il a découvert donc, ce projet, il s'est proposé, et ça, apparemment, ça a l'air de bien partir. Nous, on s'est appuyé évidemment sur ce que je dirais ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire les compétences de notre communauté de communes Cahors-Ostrovent. Et donc, le projet a pris forme et est devenu réalité. Il est en train de se développer, là, il est en train de monter ses serres en ce moment. Voilà, donc ça va nous permettre, nous aussi en tant que commune, de pouvoir travailler surtout sur les débouchés, parce que c'est là où on peut intervenir, où on peut jouer un rôle utile. Hein, donc, tu as parlé des cantines scolaires, c'est vrai. Hein, nous avons une cantine scolaire qui sert. Nous, on est une commune de 2400 habitants. Hein, nous avons à peu près 140, 150 repas par jour. Donc, c'est pas un débouché. Ça peut pas être un débouché unique, hein, donc c'est pas possible. Mais bon, ça va aider. On va travailler sur la vente directe. Donc au niveau des habitants, c'est déjà fait, on a commencé donc avec des points de rendez-vous qui vont permettre à Xavier Planchon d'écouler sa marchandise, et on travaille aussi avec les débouchés ailleurs pour lui permettre de fonctionner et surtout de se retrouver déjà dans l'investissement qu'il a dû faire, et aussi de se créer un avenir, quoi, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. J'ai pris quelques notes, mais ce projet n'est qu'un point de départ pour notre commune. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un réel désir au niveau d'équipe municipale de recréer des liens locaux. Donc, par le biais du commerce, par le biais d'agriculteurs. On a aussi dans les communes environnantes des éleveurs de chèvres, par exemple, hein, qui font du fromage, etc. Donc, bref, il y a un terreau, il y a quelque chose, il suffit d'amalgamer tout ça pour essayer de recréer quelque chose qui soit du niveau du local et de recréer des liens de vie qui sont perdus chez nous, hein, dans les communes urbaines, où il est facile de prendre sa voiture et d'aller dans la zone commerciale qui est à 10 minutes de là. Et le but notre but est un petit peu ça. Et donc, on avance sur les projets. Donc, on va essayer de voir s'il y a une possibilité de créer un magasin de producteurs, par exemple. Et puis, nous, dans notre commune, de recréer un marché local avec une majorité de producteurs bio, ce qui serait super. Voilà. Je ne sais pas si je dois rajouter autre chose. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai envie de vous partager là déjà quelques questions. Vous avez répondu en partie à l'une, mais je trouve que c'est intéressant d'aller plus loin sur... Donc, c'est une question de Simon. Bonjour, la commune de Le Ward peut-elle facilement s'approvisionner auprès du maraîcher installé pour la cantine, maison de retraite, ou le code des marchés publics a-t-il été un frein en la matière ? Ça facilite pas les choses, hein, ça c'est clair. Mais bon, on est en travail. Nous, déjà, au niveau de la cantine, on a une cantine, familiale, c'est-à-dire on a des cuisinières qui font à manger réellement, hein, qui ne font pas qu'enlever un film plastique et le mettre le bac dans le micro-ondes, comme dirait l'autre. Et donc, on travaille avec un fournisseur qui est prêt à travailler avec M. Planchot. Hein, donc, je pense qu'on va y arriver. Après, il faudra évidemment faire attention au niveau des marchés publics. Alors, j'ai peut-être une chance, c'est un hasard. Hein. Je viens juste de changer de DGS, là, parce que le précédent est parti en retraite. Et la nouvelle DGS est une spécialiste des marchés publics, justement. Donc, je pense que je vais être aidé.
Oui, tout à fait. Il y a quand même des leviers par rapport à la commande publique, mais c'est vrai qu'on va peut-être pas s'étendre. C'est pas le sujet. En tout cas, sachez de cette conférence, mais sachez qu'on a des ressources, entre autres, sur le site du RTES, vraiment sur ces questions-là. Et puis, alors, d'autres questions, parce qu'il y a finalement 2 personnes qui ont posé quasiment la même question concernant les investissements sur la parcelle ou les matériaux du maraîcher, savoir le bâti, la serre ou les serres d'ailleurs, la Alors, réfrigération. Est-ce qu'elles ont été à charge de la commune ou de l'exploitant? donc, première chose, la viabilisation de la parcelle. Donc, elle est en marche. Là. Normalement, il a eu l'électricité il y a 2-3 jours, là, et le point d'eau va arriver. On l'a dépanné de manière temporaire grâce au... On n'a pas le droit, mais c'est pas grave. On est là pour tout se dire. Grâce au boucher incendie, on a rempli une tonne à eau pour lui permettre d'arroser ses salades. C'est aussi bête que ça. Il y avait péril dans la demeure, il fallait faire quelque chose. Et donc, là, on travaille aussi avec la CCO, donc le Cœur d'Ostrovent, la communauté de communes, sur un forage, parce que le Ward a une particularité, c'est que dans notre plat pays, qui est le nôtre, nous sommes une colline de 70 mètres, alors que la vallée est à 20 mètres. Alors, ça peut paraître très peu pour beaucoup de gens, mais pour nous, c'est immense. Et donc, on a un écoulement d'eau qui se fait. C'est une colline argilo-sableuse. Et donc, on a des sources. Et donc, il y a moyen d'alimenter en eau. La parcelle était une prairie. En fait, cette zone qui était destinée à y accueillir un lotissement, le projet a été abandonné. D'ailleurs, tant mieux, nous étions contre. Donc, la mise en marche a été très facile. Enfin, très facile. Monsieur Blanchot avait le matériel, donc il a pu retourner la terre et puis démarrer tout de suite. Ça n'a pas été un frein pour lui. Pour le reste, on s'appuie, par exemple, je parlais de serre tout à l'heure, on s'appuie sur la Cœur d'Ostrovent qui va fournir une serre. Et donc qui est en cours de montage actuellement, et donc ça va permettre le démarrage. Je crois que tout le nœud du problème, c'est ça, c'est avoir quelqu'un qui soit prêt à démarrer. S'il faut attendre 6 mois pour pouvoir démarrer parce que il y a plein de freins vont se mettre en place, c'est très compliqué. Là, M. Planchon était capable de démarrer tout de suite, et ça, c'était un plus pour nous. Oui, tout à fait. Et l'accord, accorder les calendriers, Damien en a parlé tout à l'heure, c'est souvent le nœud du problème, mais c'est ce rôle de médiation, de maillon qu'on peut jouer aussi, parce que parfois, c'est l'histoire inverse qui se passe. Un porteur de projet est prêt à démarrer et au niveau de la collectivité, ça prend du retard sans arrêt dans toutes les démarches. Donc, en fait, c'est surtout de réussir, voilà, c'est au moment du cadrage, de dire on se donne quoi, comme évidemment, ça semble bête, mais de tenir un rétro-planning et puis de mettre en place les bons outils pour permettre en fait que chacun s'y retrouve dans son timing. Et alors pour la question de la prise en charge, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont... tous les cas sont possibles, on va dire, entre une simple mise à disposition par bail et ensuite le porteur de projet fait lui-même... prend lui-même en charge le reste. Mais là, effectivement, la viabilisation a été financée par la communauté de communes. Et là, ils vont même plus loin avec la serre, ce qui est pas forcément courant, mais ce qui apporte un plus, c'est certain, au projet. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la solution de récupération d'eau de pluie. Alors, je ne sais pas exactement, justement, vous l'avez entendu, c'est un projet qui est tout frais. Je ne sais pas exactement s'il y a eu des rebondissements depuis mes dernières informations. Mais voilà, il y avait une étude aussi de pouvoir demander un soutien financier de l'agence de l'eau pour l'économie aussi, par rapport à l'économie d'eau qui peut être qui est facilitée par la récupération d'eau de pluie sur un bâtiment public. Donc ça fait partie des pistes aussi à explorer pour la prise en charge. Pour les développer, c'est un travail à faire encore. Il y a Amandine Souris de la collectivité territoriale de Guyane qui demande si des embauches sont prévues en plus du maraîcher sur l'exploitation et s'il y a des clauses sociales par rapport à ces éventuelles embauches, j'imagine. Enfin, est-ce qu'il est prévu que ce soit des emplois en insertion?
s'il y en a de prévu. Alors là, on est vraiment, comme je disais, sur un projet de mise à disposition après à une entreprise agricole individuelle. Donc après, lui, s'il a les moyens de créer un deuxième emploi, ça se passe dans son entreprise. On n'est pas là sur une régie qui serait gérée par la collectivité directement. Mais c'est possible, ça peut exister. Et après, pour de l'insertion, effectivement, on connaît, je peux citer un autre exemple sur le territoire, d'une collectivité, une agglomération qui a mis à bail une parcelle à un jardin de cocagne. Et donc là, c'est une association qui est preneuse du bail rural et elle fait de l'activité d'insertion, voilà, un travail d'insertion. Voilà, et ça me permet de rebondir en direct si toutefois mon micro n'est pas coupé. Oui, vous m'entendez. En effet, Alice parlait de régie agricole. On connaît ou on entend régulièrement parler de Mouansartou, par exemple, qui est du coup un autre projet. Ils ont certes eu la maîtrise foncière, mais ensuite ils ont souhaité garder l'ensemble de la maîtrise du projet agricole. Là, on est bien sur une facilitation d'un projet personnel qui reste privé et indépendant. Après, il y a forcément de multiples liens, des appuis, mais tout comme ça peut être le cas dans d'autres domaines d'activité et où on a un peu moins l'habitude en tant que collectivité, mais finalement, c'est les mêmes logiques qu'une zone d'activité ou une aide temporaire pour l'investissement, etc. Du coup, ce qui est important aussi en effet à avoir en tête, c'est qu'il y a des multiples possibilités, montage d'acquisition, projet également. Enfin, je vous ai montré tout à l'heure rapidement quelques types de montages différents, mais en rajoutant aussi les autres possibilités de maîtrise foncière et les objets finalement que l'on souhaite mettre dans ces projets agricoles. Ça peut avoir un champ de possibilités bien plus large que ce que l'on a un petit peu abordé ici aujourd'hui. Et donc, du coup, juste quelques ressources à avoir en tête qui sont produites par Terre de Liens. Donc, le guide Agir, je vous l'ai déjà mentionné, il est disponible gratuitement sur notre site. Il faut juste mettre un petit mail. Il sera bientôt totalement gratuitement. Cultiver le dialogue territorial. Donc ça, c'est une publication un peu particulière qui est issue de notre mission d'évaluation de l'utilité sociale environnementale de Terre de Liens. Donc on regarde plutôt ici comment est-ce que Terre de Liens s'engage, travaille avec les collectivités et d'autres. Et donc c'est plus sur la méthode finalement de dialogue territorial et comment est-ce que Terre de Liens s'engage sur ces projets-là. Et puis, je voulais quand même vous dire 2-3 mots sur le projet Récolte qui, du coup, est au sein du centre de ressources Terre de Liens qui verra un site web sortir pour la fin de l'été, pour fêter l'automne, et un projet intégré à ce site web qui est un recueil d'expériences collectives et territoriales qu'on mène avec l'INRAE et Mer Innovation, chercheuse qui s'appelle Colline Perrin à Montpellier et qui du coup permet de capitaliser l'ensemble des initiatives foncières qui intéressent des collectivités territoriales, à la fois sur des documents d'urbanisme qui sont remarquables pour la préservation des terres, mais aussi les différents projets d'acquisition qui peuvent être menés en propre, des projets de régie ou avec Terre de Liens, etc., etc. Donc voilà, rendez-vous en septembre et d'ici là, vous avez déjà plein de ressources dans le guide Agir sur le foncier agricole. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup à vous trois et à tous les intervenants de cette conférence en ligne. Il est déjà 15h45 passé, donc on va libérer déjà vous en tant qu'intervenant et puis tout l'ensemble des participants. Je voulais quand même dire un mot sur... parce qu'il y avait une personne de Mayotte et de la commune de Koundou qui posait des questions sur le foncier. C'est vrai que j'ai jamais relayé ces questions car cette visioconférence portait vraiment sur la question de l'accessibilité du foncier en territoires ruraux. En revanche, sachez qu'on a vraiment de la ressource sur ces questions, notamment, voilà, je la montre ici, le RTS, mais vous pourrez la trouver en ligne a produit un repère sur la question de l'accès au foncier des acteurs de l'ESS et notamment en quartier politique de la ville où vous pourrez trouver plein de ressources et puis je pourrai vous répondre par mail par rapport à certaines de vos questions. En tout cas, vous renvoyer vers d'autres liens. Et pour Mayotte, excuse-moi oui. Chloé, la structure ressource, c'est l'établissement public foncier. Mahorais et PFAM, qui est encore récent, mais qui met en place plein de choses pour pouvoir avancer sur ces différents sujets.
Voilà, merci pour ce complément. Il reste quelques questions en suspens et je les transmettrai aux intervenants, voir si on peut vous répondre et ensuite vous transférer les réponses par mail. Voilà, cette visioconférence, son enregistrement et toutes les ressources qui ont été présentées seront mises en ligne sur le site du RTS et sur le site de la VISE. Vous invitez peut-être à 2 rendez-vous, l'un qui aura lieu le 29 septembre dans la Drôme c'est le séminaire des ruralités engagées qui est aussi co-construit donc avec la VISE RTS et la SIC Village Vivant. Il y avait une personne de Village Vivant qui était là et qui est intervenue à plusieurs reprises dans les commentaires. Vous dire aussi que toujours dans le cadre du projet Tresson, nous avions fait au préalable une visioconférence qui est accessible en ligne sur la question spécifique de la revitalisation des commerces de centre-bourg en lien justement avec Village Vivant et que cette visioconférence et les ressources sont sur le site du RTS. Et enfin, vous dire qu'il y aura d'autres webinaires ESS et ruralité qui s'inscrivent dans le cadre du projet Tresson à venir et que là aussi vous trouverez toutes les informations sur les sites de la VISE et du RTS. Merci à tous et pour vos interventions vraiment et puis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup.